Bonsoir à toutes et à tous, le retour de votre journal local en ce 26 octobre. Et à la une de l'actualité, l'inquiétude grandit chez les éleveurs et agriculteurs vendéens. Les professionnels du monde agricole sont préoccupés par la grippe aviaire, mais pas seulement. La hausse de l'énergie et l'inflation s'invitent dans de nombreuses discussions. Nous nous rendrons également en pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie où se déroulent des ateliers avec des créateurs et repreneurs d'entreprises. Animés par la Chambre des métiers et de l'artisanat et l'URSSAF, le but est d'accompagner la création ou faciliter la transition. Et puis on poursuit notre série sur les sorties pour les vacances. Ce soir, mettons nos pas dans ceux des dinosaures. L'association Estuaire propose des visites sur la plage de Talmont où des traces se dévoilent à marée basse, découverte en fin de ce journal. À la une, ce soir, l'inquiétude grandissante des agriculteurs. La hausse des prix du GNR, le gazole non routier, le coût de l'énergie ou encore des matières premières est l'une des principales causes. Les charges augmentent, mais la rémunération ne suit pas. Les agriculteurs regardent également vers le ciel. Les aléas climatiques plus intenses, mais surtout le manque de pluie, les températures et les sécheresses plongent les professionnels dans le doute. Illustration à Beaulieu-sous-la-Roche avec Agathe Poulet. Depuis 14 ans, Pierrick cultive des céréales et élève des volailles labellisées et des bovins viande sur ses 120 hectares. Avec la sécheresse ou encore l'inflation, le milieu agricole ressent plusieurs tensions et ne peut se passer de certaines matières premières ou énergies comme le gaz. Pour notre production volaille, les 3 premières semaines, il faut absolument chauffer les bâtiments pour avoir une température ambiante à 28-30 degrés à l'intérieur du bâtiment. Donc c'est indispensable pour nous le gaz. Pour un gaz qui était à 560, maintenant on le paye 940 € la tonne. Aussi on a subi le coût de l'électricité indirectement, ainsi que le coût des matières premières comme les céréales qui ont augmenté de près de 40%, qui se voit nous essentiellement au niveau de l'aliment de nos animaux. Avec l'augmentation des charges considérables, les agriculteurs s'attendent à un manque à gagner sur leurs produits dont les prix de vente sont stables. En un an, Pierrick a vu sa viande bovine augmenter seulement d'1 € le kilo. Pour cet agriculteur, si la grippe aviaire et la sécheresse perdurent d'ici les mois à venir, certains éleveurs risquent de mettre la clé sous la porte. J'ai anticipé mes achats de fourrage, donc j'ai acheté plus de paille cette année, cet été. Personnellement, je vais avoir assez de stock pour passer l'hiver tranquillement, mais certains de mes collègues ont été contraints d'acheter du fourrage extérieur, et voire même d'autres qui seront dans l'obligation de vendre une partie de leur cheptel bovin pour pallier à leurs problèmes de trésorerie. C'est sous forme de contrainte qu'on est obligé de vendre nos animaux en fait. C'est parce qu'on est dans le besoin d'argent. C'est là le problème du métier. Aujourd'hui, on a des prix de vente qui sont trop faibles par rapport à nos charges réelles. Pour le monde de l'agriculture, la loi Egalim n'est pas respectée et demande qu'elle soit appliquée honorablement sur le prix des ventes pour faire face aux augmentations des charges qui impactent lourdement les exploitations. Et à noter que la coordination rurale a organisé ce lundi une réunion chez 7 agriculteurs avec la députée de la seconde circonscription Béatrice Bellamy. Et les préoccupations de ce reportage ont bien évidemment été abordées. Les éleveurs ont également fait le point sur la nouvelle PAC, la grippe aviaire et un projet de loi pour empêcher les intrusions dans les surfaces agricoles. Et puis, toujours à propos des sujets concernant les agriculteurs, les ressources en eau stagnent toujours dans le département. La préfecture espère l'arrivée de fortes pluies pour réellement améliorer la situation. Le taux de remplissage des nappes se stabilise à 36%, un point de plus que la semaine passée. Et les mesures de restriction restent en vigueur. Interdiction d'arroser à l'eau potable les pelouses particulières ou sportives, les massifs fleuris, tout comme de remplir les piscines privées ou encore laver des véhicules. Revenons à présent sur la Convention territoire d'industrie. Elle vient d'être signée par des élus et des entreprises. Le but, rendre le centre de la Vendée plus attractif en facilitant la mobilité et l'offre de logement. Et cette alliance entre les élus locaux et les entreprises du secteur de l'industrie doit à terme permettre d'attirer au-delà du département. Il y a une chose qui nous guette, et Territoire d'industrie va nous accompagner, c'est pour les entreprises la recherche d'emploi, pour le coup. C'est-à-dire que toutes nos entreprises aujourd'hui sont en recherche de salariés. Nous manquons de main-d'œuvre. Et donc, Territoire d'industrie va permettre d'harmoniser nos dispositifs pour aller séduire peut-être des salariés dans d'autres territoires pour venir chez nous. Et je pense en particulier à des territoires qui aujourd'hui sont en perte de population, comme l'Est de la France ou le centre de la France. Toutes les actions sont bonnes à réaliser. Comme le disait un de nos confrères tout à l'heure, il est très important aussi que tout le monde s'y mette, que tout le monde travaille ensemble autour de ce projet. Tout seul, on ne fait rien. Donc oui, c'est très important. J'y crois énormément, oui.
Dans vos titres également, cet atelier pour les créateurs et repreneurs d'entreprises. La Chambre des métiers et de l'artisanat ainsi que l'URSSAF sont derrière cette initiative dans le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a de la demande. Les ateliers étaient complets au bout d'une semaine. 20 créateurs ou futurs créateurs d'entreprises s'y sont rendus. Oui, le but, c'est de les accompagner parce qu'il faut savoir que quand on crée une entreprise, il y a ce qu'on appelle un taux de mortalité infantile qui est élevé. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'entreprises qui ne tiennent pas, qui au bout de 3 ans disparaissent. C'est à peu près 50%. Et nous, on veut que le taux de survie de ces entreprises soit le plus haut possible. Ça signifie qu'en amont, il faut les accompagner, il faut les former, il faut les informer. Et c'est l'objet de la réunion de ce matin. Ça nous aide, bien sûr, parce qu'il y a tellement de questions, tellement de choses à faire qu'il y a quand même... beaucoup d'aide en fait pour ça, quoi. On a déjà tout ce qui est en fait financement, etc. Mais il y avait surtout les questions au niveau du statut juridique en fait, ce qu'on voulait savoir, et puis au niveau des impôts, etc. Comment ça allait se passer, au niveau de l'URSSAF justement, c'est eux qui présentaient la formation en fait. Donc voilà, surtout pour ça, on a beaucoup de questions là-dessus, quoi. En sport, les équipes inscrites pour le mondial de Montaigu de futsal foulent déjà le parquet de la ville. C'est déjà la 4e édition de cette compétition de football en salle. Sachez d'ailleurs qu'il s'agit de l'unique tournoi international U19 de futsal en France. Les précisions sur place, Colline Davy. On se retrouve au pôle sportif Maxime Bossy parce que c'est en ce moment le tournoi international, la Montaigu Futsal Cup Aquila RH. Et pour cette 4e édition, il y a quelques belles équipes. C'est ça, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors oui, pour cette 4e édition, on accueille plutôt un plateau sportif relevé. Ce qu'on a l'Espagne qui est championne d'Europe de la catégorie en septembre dernier. Le Portugal aussi qui est vice-champion d'Europe et donc qui a perdu contre cette équipe lors du précédent Euro. Et enfin la France et la Finlande qui sont dans le top 10 européen. Il y a du beau monde et c'est un tournoi de futsal, mais il y a un autre tournoi qui est très connu ici à Montaigu, le mondial de Montaigu pour le football. Est-ce que ce tournoi-ci de futsal profite un peu de la notoriété ? Comment ça se passe ? Alors nous à la création, c'est vrai qu'on a profité un petit peu de la notoriété du tournoi car quand on s'est projeté avec les instances fédérales, la Fédération française de football notamment et le COMEX qui a validé le tournoi, on a un petit peu effectivement profité de l'idée on a un savoir-faire ici à Montaigu en termes de bénévolat, de logistique et de moyens surtout humains qui nous permettaient d'accueillir un événement comme celui-ci. Et bien, si vous voulez profiter de cet événement un peu différent, du coup, en salle cette fois, le tournoi de Montaigu, c'est du mercredi 26 octobre au samedi 29 octobre. Continuons notre saga à présent sur des idées de sortie pour vos vacances. Aujourd'hui, direction la plage de Talmont-Saint-Hilaire, l'association Estuaire y propose depuis plusieurs années de nombreuses balades et activités en lien avec la nature. Et l'une d'elles a de quoi détonner. À marée basse, la plage révèle des vestiges du passé de notre terre, des traces de dinosaures. Cyril Guillet a mis ses pieds dans les leurs. On va observer un petit peu notre environnement et on va commencer à remonter dans le temps. Ça vous dit ? Oui. C'est parti. Non loin de la plage du Veillon, une trentaine de personnes, la plupart venues des environs, a répondu à l'appel du groupe associatif Estuaire. L'objectif de cette matinée, découvrir un volet du patrimoine local, à savoir des empreintes de dinosaures. Un voyage dans le temps de plus de 200 millions d'années qui nous transporte avant le Jurassique. À l'époque de nos dinosaures, l'endroit il n'est pas du tout comme ça. Et donc ici, à l'époque, c'était une grande montagne. Une fois le décor planté, place à l'observation, il faut maintenant trouver ces fameuses empreintes. Je cherche des pattes de dinosaures avec des jumelles. Et tu en trouves ? Oui, quelques-unes. Elles sont grosses ou pas ? Un petit peu grosses, pas beaucoup. Et avec un œil un peu aiguisé, on se rend vite compte qu'elles sont très nombreuses. Plus de 1500 ont été comptabilisées sur ce site, avec 3 espèces bien distinctes. On a les plus gros, ce sont les eubrontes, les plus petits, ce sont les gralators, et une espèce qui a été décrite ici par les scientifiques et qui s'appelle Talmontopus. Donc ce pied-là, il devait... Hop, voilà. Les plus gros spécimens pouvaient faire jusqu'à 3 mètres de haut, les plus petits la taille d'une poule. Un site qui a fait l'objet de recherches dans les années 60. 65, 68, voilà. Après le site il n'a pas été protégé, donc il y a des gens qui se sont servis, mais on en découvre toujours, il y en a d'autres qui vont être effacés par l'érosion et maintenant il y a une prise de conscience pour protéger ces traces.
Il y a 200 millions d'années, c'est une coulée de boue qui affichait ses traces dans la vase, car sur ce site, à l'époque, passait un fleuve. C'est donc ici la photographie d'une journée dans la vie de ces dinosaures qui a traversé les âges. Pouvoir se projeter quelques milliards d'années, quelques millions d'années auparavant, oui, c'est toujours émouvant. On trouvait ça intéressant de venir avec les petits-enfants parce que ça fait longtemps qu'on nous parle des traces de dinosaures et c'était pour leur montrer parce qu'ils ne le croyaient pas trop. Il faut les initier à l'histoire et à tout ce qui est donc naturel et qu'il faut protéger. Si le site n'a pas encore livré tous ses secrets, ces traces actuellement répertoriées ne sont visibles qu'à marée basse. Et puis avant de finir ce journal, quelques images. Le festival Nuit Courte revient du 28 au 30 octobre prochain. L'association Fontenay-en-Seine attend plus de 3000 visiteurs chaque soir. Alors forcément, vous le voyez sur ces images, eh bien festival, ça se prépare, festival qui sera à l'honneur d'ailleurs demain matin puisque Diane Delangle recevra les organisateurs dans votre matinale pour faire le point sur la programmation, sur les artistes et puis sur toutes les attentes bien sûr autour donc de ce festival qui est prévu donc sur l'espace René Cassin-Lagarde du côté de Fontenay-le-Comte. Voilà pour votre journal. Je vous remercie une fois de plus de votre fidélité. On se retrouve dès demain soir 18h. Bien sûr, votre VED, votre Vendée en direct, ce sera avec moi-même. Et puis bien sûr, vous retrouvez Diane Delangle pour la matinale et également le 12h30. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée sur TV Vendée.